Imaginez que vous ayez absolument tout pour réussir dans votre domaine. Vous avez exactement les qualités requises, vous avez travaillé pendant des années pour perfectionner votre art et atteindre la dernière marche avant le sommet, mais alors que justement vous êtes sur le point de faire votre dernier pas, tout s'effondre. Dans le catch, ce genre de situation, ça arrive malheureusement très fréquemment, mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui en est l'exemple le plus tristement célèbre. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit truc à boire pendant que je vous raconte... Hop, qu'est-ce que vous faites là? Bah non, mais reposez cette boisson pleine de sucre là, c'est quoi? Vous pensez que c'est en faisant ça que Mr. Kennedy il est devenu ultra populaire? Non, si vous voulez prendre un truc à boire devant la vidéo, y a pas de souci, mais faites-le bien, prenez un milkshake Oli. Et oui, 2025 c'est déjà une année incroyable, Oli, le partenaire de la chaîne et de cette vidéo, vient tout juste de sortir sa nouvelle gamme avec 3 saveurs de milkshake juste excellentes. Que vous soyez team noisette, banane ou vanille, vous aurez de quoi vous régaler avec des boissons à mélanger dans 300 ml du lait de votre choix, toujours sans sucre et ultra onctueux. Honnêtement, si j'étais vous, je me dépêcherais de foncer sur le lien en description parce que les milkshakes sont disponibles uniquement dans la limite des stocks disponibles jusqu'à février et croyez-moi, ça part très vite parce qu'il y a déjà plus de vanille. Donc bien sûr, pas d'inquiétude, ça reviendra en février et d'ici là, vous pouvez vous régaler avec la gamme énergie, hydration ou iced tea qui propose des saveurs excellentes et toujours sans sucre. Mais si vous voulez tester quelque chose de nouveau, il faut faire vite avant que tout soit épuisé. Si besoin, je vous mets quelques petites recommandations de mes goûts favoris pour chacune des gammes, mais vous avez toujours les packs découvertes si vous préférez faire votre choix par vous-même. Et surtout, vous pouvez profiter de ça à prix réduit grâce au lien dans la description et à mes 2 codes promo. Si vous découvrez Oli et que vous passez votre première commande, vous avez le code MonsieurHawkins5 qui vous donnera 5 € de réduction. Et si c'est pas votre première commande ou que vous partez déjà sur du lourd, vous avez le code MonsieurHawkins qui vous offre 10% sur l'intégralité de la boutique. Donc n'attendez plus, utilisez le QR code qui s'affiche ou le lien en description et en commentaire épinglé pour profiter des 3 gammes habituelles de Oli mais aussi de leur nouveau milkshake. Et nous sur ce, on peut revenir ensemble sur l'échec d'un catcheur à qui on promettait un avenir immense et qui a tout perdu, Mr. Kennedy. La première fois qu'on voit ce catcheur sur les écrans de la WWE, on est au mois d'août 2005 et au moment de son entrée, c'est un homme très différent de celui qu'on a connu qui arrive. Il vient sous le nom de Ken Kennedy et il entre sur une musique extrêmement générique qui semble indiquer qu'il est un simple débutant comme les autres, mais très vite, tout va changer. Kennedy s'empare du micro et il ordonne à l'annonceur de la WWE, Tony Chimel, de quitter le ring et de l'observer pour apprendre comment faire son travail, et il annonce alors son adversaire Funaki en lui envoyant quelques pics. Une fois son adversaire introduit, Kennedy se présente. Il annonce son poids et sa ville d'origine et il conclut sa présentation en donnant son nom qui nous a tous marqués. Mr. Et oui, dès sa première apparition sur un show majeur de la WWE, Ken Kennedy montre déjà ses talents d'orateur et il mentionne immédiatement le surnom de Mr. Kennedy qui va très vite devenir son nom tout court, et on remarque alors directement qu'il a un immense potentiel. Mais vous l'imaginez bien, pour arriver à la WWE avec autant de confiance et de talent, Ken Kennedy a quand même dû travailler pendant des années. En fait, quand il rejoint SmackDown en août 2005, il a déjà 6 ans de catch derrière lui, puisqu'il a fait ses débuts officiels en 1999 à l'âge de 23 ans, et après avoir lutté dans une vingtaine de matchs entre fin 99 et début 2001, Ken Kennedy obtient déjà une chance à la WWF lors d'une de leurs émissions mineures. A l'époque, l'entreprise présente Jacked, un show enregistré avant les épisodes de Raw qui sert à former des catcheurs devant des grandes foules, et donc Ken Kennedy fait 2 apparitions là-bas en 2001 tout en progressant de son côté dans une petite structure du Wisconsin. Malheureusement, ces apparitions à Jacked n'impressionnent pas suffisamment les officiels puisque Kennedy ne va pas signer tout de suite un contrat et il continue alors à se former sur le circuit indépendant jusqu'en 2003 où il va faire une nouvelle apparition à la WWE avant de se diriger brièvement vers la TNA. Encore une fois, aucune de ces opportunités ne se solde par un grand succès pour Kennedy, dont la carrière semble tourner en rond, et en vrai, à l'âge de 28 ans en 2004, il est plus vraiment considéré comme un jeune talent prometteur. Sauf que, vous le savez peut-être, dans le catch, l'âge n'a pas tant d'importance que ça. En fait, pendant que Ken Kennedy continue à lutter sur les scènes indépendantes en apparaissant de temps en temps dans des shows mineurs de la WWE entre 2004 et 2005, un certain Batista, alors âgé de plus de 35 ans, fait une percée vers les sommets de l'entreprise et remporte son premier titre mondial lors de WrestleMania 21. Et justement, comme un genre de signe du destin, quelques jours après la victoire de Batista pour le titre poids lourd sur la plus grande scène du monde, Ken Kennedy, qui s'est depuis renommé Ken Anderson, signe un contrat de développement avec la WWE, et il rejoint alors le centre formation de l'entreprise, la OVW. D'habitude, quand des catcheurs prometteurs et talentueux rejoignent cette promotion, ils n'y restent pas très longtemps parce que les officiels réalisent rapidement leur potentiel et les mettent au sommet avant de les envoyer à Raw ou à SmackDown, mais là, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Au moment où Kennedy rejoint la OVW, c'est en fait un certain Jim Cornette qui en est le dirigeant, et clairement, il n'a aucun projet pour lui. Il ne voit strictement rien en Kennedy et il se contente de le placer en équipe ou dans des matchs servant à mettre en avant ses adversaires,
Mais alors que Ken imagine sûrement que sa carrière est en chute libre, un incident se produit entre Santino Marella et Jim Cornette, et ce dernier est licencié pour être remplacé par Paul Heyman. Et c'est là que tout va changer pour notre protagoniste. Dès son arrivée, Heyman voit tout le potentiel de Ken Kennedy, il imagine plein de projets avec lui et lui promet rapidement un grand avenir dans le roster principal, et c'est donc grâce à lui que 5 semaines plus tard, Ken Anderson fait ses débuts à Velocity en venant à bout de Funaki. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais Mr. Kennedy, à la base, c'est un Paul Heyman guy. Alors, c'est sûr qu'on n'a jamais connu les deux ensemble aux écrans, comme CM Punk ou Brock Lesnar par exemple, mais il fait bien partie de ces catcheurs que Paul a soutenus et qui ont eu du succès en grande partie grâce à lui. Parce que, en fait, à partir de là, tout s'accélère. Ken Anderson devient officiellement Ken Kennedy et il catch régulièrement dans des shows non télévisés de SmackDown et à Velocity avant d'arriver à ce fameux épisode du 25 août où il débarque pour affronter Funaki. Cet épisode, j'en ai parlé au début, il nous permet très vite de voir tout le talent de Kennedy dans le ring, mais surtout au micro, et il revient donc sur nos écrans le 1er septembre pour cette fois-ci faire face à Booker T. Bon, si on doutait encore de l'avenir de Ken Kennedy, on comprend dès son arrivée que son personnage progresse très vite parce qu'il arrive ce soir avec la musique d'entrée qui va marquer sa carrière et qui commence justement par le nom de Mr. Kennedy, et une fois dans le ring, il nous régale encore avec sa propre introduction. Bien sûr, il s'arrête pas là, il provoque son adversaire en imitant sa catchphrase, et le match peut donc commencer directement par une attaque de Booker, mais honnêtement, Kennedy semble déjà être une star. La gimmick est hyper simple, mais elle est tellement efficace que c'est impossible de l'ignorer. En 2 apparitions à peine, il a montré qu'il était aussi bon, si ce n'est meilleur au micro que certaines des stars du show bleu, et le fait d'insister sur son nom, ça marche très bien parce que très vite il reste en tête. En plus, même s'il est dominé par Booker T en début de match, il finit par revenir, et les deux ont un combat franchement plutôt bon qui implique beaucoup la foule, et qui se conclut très bien pour Kennedy puisqu'il profite d'une embrouille entre Charmel et Christian aux abords du ring pour revenir et coucher Booker avec son Rolling Senton du haut du coin. Avec ça, Mr. Kennedy en profite pour confirmer sa prise de finition puisqu'il vient grâce à ça à bout de son adversaire et il s'empare à nouveau du micro après le combat pour annoncer sa victoire. Du coup, en 2 apparitions seulement, Ken Kennedy a établi son personnage, son finisher et son comportement vis-à-vis des fans et de ses adversaires, et il revient donc la semaine suivante pour faire la même chose contre Paul London et continuer sa petite série de victoires. En plus, pour continuer de prouver son talent, on le retrouve aussi dans les vestiaires plus tard dans la soirée où il a une petite interaction avec Charmel dans laquelle Kennedy a d'ailleurs des mimiques très proches de celles du Rock, notamment quand il interrompt la femme de Booker T à la fin de la discussion, et encore une fois, ça donne envie d'en voir plus. Et justement, pour en voir plus, il ne va pas falloir attendre bien longtemps. À partir de là, Kennedy revient toutes les semaines à SmackDown en continuant de faire évoluer son personnage, notamment au micro, puisqu'il a systématiquement l'occasion de s'exprimer. Et lors de l'épisode du 23 septembre, il introduit pour la première fois ce fameux micro venu du ciel qui lui permet de se présenter. Et oui, vous le voyez, en moins d'1 mois, on a déjà une énorme évolution pour Ken Kennedy qui ne va plus garder ce nom bien longtemps et qui vient le même soir à bout de Rey Mysterio pour vraiment faire un grand pas en avant. Et en même temps, ça se comprend. Un mec aussi à l'aise dès ses débuts, c'est dommage de pas en profiter. Et donc, la WWE décide de mettre les bouchées doubles puisqu'il apparaît pour la première fois en pay-per-view quelques semaines plus tard pour affronter Hardcore Holly lors de No Mercy. Ce soir-là, le personnage de Mr. Kennedy est enfin complet puisque ça y est, il change de nom pour officiellement devenir celui qu'on a connu pendant les années à venir et il se présente comme à son habitude avec son micro personnel au centre du ring. Pour confirmer les grands projets de la WWE, Mr. Kennedy vient à bout de Hardcore Holly dans un match de près de 10 minutes, qui certes n'est pas exceptionnel mais qui permet à Kennedy d'obtenir une première victoire en pay-per-view, et grâce à ça, ce nouveau venu s'établit déjà comme un des heels, c'est-à-dire un des méchants les plus prometteurs de SmackDown. Il revient alors semaine après semaine pour être placé dans des histoires et des matchs bien plus importants, notamment aux côtés de catcheurs de main event, et il finit par subir sa première défaite contre Eddie Guerrero lors de l'épisode du 11 novembre. Alors, en réalité, cette défaite, elle est assez particulière parce que Guerrero utilise sa classique technique pour faire croire à l'arbitre que Mr. Kennedy l'a frappé avec une chaise et donc il est disqualifié. Donc, même si sur le papier, c'est bien une défaite, dans les faits, Kennedy reste très protégé. Malheureusement, c'est pas la seule particularité de ce match parce qu'on est là à la moitié du mois de novembre 2005 et 2 jours seulement après la diffusion de cet épisode de SmackDown, Eddie Guerrero va subir une crise cardiaque dans son hôtel et nous quittera subitement, faisant de cet affrontement avec Mr. Kennedy le tout dernier de sa vie. Évidemment, pour Kennedy, c'est un sentiment partagé, parce que d'un côté, c'est un honneur d'avoir été le dernier à partager le ring avec cette légende, mais comme nous tous, il aurait clairement préféré qu'un des plus grands ne nous quitte pas aussitôt, et ça fait aucun doute que les deux auraient pu nous raconter de belles choses dans les mois suivants. En l'occurrence, après ça, Mr. Kennedy va quitter les écrans pendant quelques semaines, ne revenant qu'à la fin du mois pour perdre contre Matt Hardy par disqualification dans une fin que j'ai trouvée très décevante, et il subit en plus une blessure quelques temps après ça, qui le pousse à totalement quitter la WWE jusqu'à mai 2006. On a là le premier obstacle sur le chemin de Mr. Kennedy, et vous allez voir que c'est pas le dernier, mais clairement son ascension et son talent sont largement suffisamment importants pour que cette blessure ne le freine pas du tout, et il fait alors son retour au mois de juin pour se lancer dans une série de victoires.
Et d'ailleurs à son retour, on sent qu'il a vraiment marqué les fans. Parce que en plein épisode de SmackDown, sa musique se lance, et donc l'annonce de son nom au tout début démarre la musique, et directement la salle explose de joie. Pourtant, on n'est pas du tout dans le Wisconsin, c'est vraiment juste que les fans sont trop contents de le revoir. Et en plus, ils sont très vite servis puisque Kennedy enchaîne les victoires et dévoile au passage son nouveau finisher à l'époque, la Kenton Bomb. D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant de voir un catcheur heel utiliser une telle prise de finition, d'autant qu'il la porte extrêmement bien. Mais pour compenser ça, il se met aussi à utiliser un style nettement plus violent et sérieux dans ses matchs, ce qui l'aide encore beaucoup à se mettre en avant. Alors forcément, on voit aussi qu'on le remet que petit à petit dans le bain, on lui donne pas tout de suite à son retour de réelles histoires, puisqu'il va simplement enchaîner les matchs contre des catcheurs inconnus ou peu importants du côté de SmackDown. Malgré ça, il a quand même l'opportunité de participer à une bataille royale visant à couronner le challenger numéro 1 au titre de champion du monde poids lourd de Rey Mysterio au mois de juillet, mais il est malheureusement éliminé et il doit donc trouver un autre moyen de rejoindre la carte du prochain pay-per-view. Et pour faire ça, Mr. Kennedy va encore profiter d'un petit coup de chance. En fait, à ce moment-là, la carte du Great American Bash est quasiment déjà bouclée, sauf qu'à quelques temps du show, Mark Henry, l'adversaire initial de Batista, va subir une blessure, et il doit alors être remplacé. Très vite, Mr. Kennedy se précipite sur l'occasion et il demande à affronter l'animal, ce qui justement est rapidement accepté par le principal intéressé, et le match est directement rendu officiel. Alors, je sais que c'est purement un hasard, certainement que Kennedy n'aurait absolument pas eu de match au Great American Bash sans la blessure de Henry, mais je trouve que ça colle à merveille avec son personnage. On le voit avec ses entrées et avec sa présentation, Mr. Kennedy veut juste être vu. Il veut être mis en avant par la WWE. Il adore sa personne et considère qu'il mérite d'être au sommet, donc c'est normal qu'à la moindre occasion, il saisisse une opportunité d'apparaître en pay-per-view. Et en plus, cette opportunité, vous allez voir qu'il va vraiment pas la gâcher. Parce que en fait, quand je suis revenu sur l'histoire de Mr. Kennedy de mon côté pour écrire cette vidéo, je me rappelais bien que le Great American Bash c'était un moment important, mais j'étais incapable de dire pourquoi. Et en fait, c'est juste en revoyant le match que ça m'est très vite revenu. À cette époque-là, Batista il est vraiment en mode animal, et il est soudainement très en colère et extrêmement frustré après avoir été mis hors d'action pendant plusieurs mois, et tout ça, il va décider de le lâcher sur Mr. Kennedy dès le début du match, en lui ouvrant notamment le crâne sur un escalier pour le faire saigner abondamment. Alors, ce moment, il était bien sûr pas prévu, mais je trouve qu'il ajoute tellement au personnage de Mr. Kennedy, et ça lui donne même un côté badass qui donne envie de se ranger derrière lui. Bon, bien sûr, c'est pas pour autant ce que fait le public ce soir, parce que quand il reprend le contrôle, les fans attendent clairement le retour de l'animal, mais en revoyant ce match, j'avais vraiment envie de le voir gagner. Et justement, c'est précisément ce qui va se passer, parce qu'avec sa domination, Kennedy va encore plus frustrer et énerver Batista. Et donc, alors qu'il étrangle son adversaire dans le coin avec sa jambe, l'animal refuse de lâcher la prise et l'arbitre est contraint de le disqualifier, ce qui offre la victoire à Mr. Kennedy. Alors, très clairement, le match n'est pas du tout là pour mettre en avant Kennedy, puisqu'après sa victoire, il se fait détruire par Batista qui lui envoie plusieurs Spinebusters et une Batista bombe, mais ce match est tout de même important dans la carrière de Kennedy, et je pense qu'il a aidé à convaincre la WWE de le mettre en avant. Parce que oui, après ça, une petite rivalité va se lancer entre les deux, et Kennedy arrive encore à voler une victoire par des comptes extérieurs quelques jours après le Great American Bash, et même s'il subit une vraie défaite contre l'animal la semaine suivante, Mr. Kennedy ressort quand même plutôt grandi de cette histoire. Et d'ailleurs, on va très vite comprendre que la WWE veut passer à l'étape suivante. Après ça, il vient à bout de plusieurs adversaires du côté de SmackDown pour continuer de se mettre en avant, il s'associe brièvement à la famille McMahon pour confirmer son statut de heel, et peu de temps après, il obtient une chance au titre des États-Unis. On est alors début septembre 2006, et après avoir provoqué Finlay dans les vestiaires, Mr. Kennedy obtient son premier match de championnat à la WWE, et même si Teddy Long décide de transformer le combat en un triple menace avec l'ajout de Bobby Lashley, Kennedy ne se laisse pas impressionner et saisit encore une grande opportunité. Après quasiment 20 minutes d'un match que j'ai trouvé très cool, avec d'ailleurs beaucoup de retournements et de suspense sur la fin, Mr. Kennedy profite du travail de Lashley et le surprend avec un roll-up pour voler le match, et remporter ainsi son tout premier titre à la WWE. Avec ça, on voit très bien que Mr. Kennedy fait dans l'efficacité parce qu'il laisse pas passer une telle opportunité et remporte le titre des États-Unis dès sa première chance. Et pour un catcheur qui est là depuis à peine un an et qui a en plus disparu pendant 6 mois, c'est franchement un très gros accomplissement. En plus, grâce à cette victoire, Mr. Kennedy peut se vanter d'avoir battu les catcheurs les plus importants de SmackDown, ce qui en vrai est pas tout à fait faux si on compte ses victoires par disqualification, et le champion demande alors à être envoyé à Raw où il estime qu'il trouvera des adversaires plus sérieux. Bon, malheureusement pour lui, il a oublié qu'à SmackDown, il reste encore un grand catcheur qu'il a toujours pas affronté, et donc dans un classique de l'époque, Teddy Long le met dans un match 1 contre 1 face à l'Undertaker lors de No Mercy. Et c'est là que je trouve le personnage de Mr. Kennedy extrêmement bien écrit.
Parce que, ok, il a battu Batista, et visiblement c'est un de ses grands accomplissements à SmackDown, mais clairement il est ressorti grandi d'aucun de ses matchs contre l'animal. Et pourtant, sur le papier, c'est bien lui le vainqueur du match au Great American Bash et quelques jours après à SmackDown. Et donc, il va pas hésiter à s'en servir comme argument, ce qui l'aide autant à se faire détester qu'à se mettre en avant comme un catcheur plutôt crédible. En plus, Kennedy ne s'arrête pas là, puisque lors de No Mercy, il propose un match très correct contre l'Undertaker, dans lequel il va même être au coude à coude avec le Deadman, en contrant plusieurs de ses prises et en réussissant à garder le contrôle. Mr. Kennedy montre ce soir-là de très belles choses, surtout pour un débutant qui affronte un catcheur aussi expérimenté pour la première fois, et même s'il ne prend pas l'avantage sur la fin du match, il réussit à créer l'exploit de vaincre le Phenom d'une manière assez intelligente. En fait, alors qu'il est largement dominé, Kennedy sort du ring et s'empare de son titre des États-Unis pour frapper son adversaire avec et subir alors une défaite par disqualification, mais son coup est retenu par l'arbitre et c'est finalement l'Undertaker qui laisse exploser sa frustration et qui frappe son adversaire avec le titre pour perdre le combat. Avec cette erreur, l'Undertaker offre alors une nouvelle victoire à Mr. Kennedy, et même si encore une fois elle est volée et que Kennedy ne ressort absolument pas grandi, puisque lui et l'arbitre subissent un tombstone après le match, il peut tout de même quitter No Mercy en se vantant d'avoir une fois de plus vaincu un grand nom du show bleu. Bien sûr, le lendemain de cette victoire, il débarque à SmackDown et il répète encore qu'il veut rejoindre Raw, puisque justement il a battu l'Undertaker, et il indique finalement que Teddy Long lui a proposé un dernier défi qui lui permettra, en cas de victoire, d'enfin rejoindre le show. Ce défi, il est en fait plutôt simple, Mr. Kennedy doit mettre en jeu son titre des États-Unis contre un homme qu'il n'a encore jamais battu, et qui s'avère être nul autre que Chris Benoit. Malheureusement, après un match disputé contre Benoit, le champion est perturbé par la musique et l'arrivée de l'Undertaker, et son adversaire le coince alors dans un crossface pour le forcer à abandonner, et lui prendre alors le titre des États-Unis. Kennedy vient donc de perdre sa toute première ceinture dès sa première défense, puisqu'il ne l'avait jamais défendue à la télévision depuis sa victoire début septembre, mais pour moi, tout ça c'est absolument pas négatif. C'est juste normal que Kennedy se retrouve dans cette situation. Son personnage, c'est celui d'un catcheur qui parle beaucoup mais qui n'assume pas une fois dans le ring. Donc oui, il se vante de victoire par disqualification, et oui, dès qu'un simple élément est contre lui, il peut perdre des matchs. En plus, on l'a vu, l'arrivée de l'Undertaker est clairement la cause directe de la défaite de Kennedy, et tout ça lui permet donc de revenir 2 semaines plus tard pour venir à bout de Kane dans un match sans disqualification, histoire de se remettre un peu en confiance. Alors oui, encore une fois, il gagne grâce à une intervention, cette fois-ci de MVP, mais cette victoire le lance dans une rivalité avec les Brothers of Destruction qui vont s'associer dès la semaine suivante pour venir à bout de Kennedy et MVP, qui en profitent alors pour partager le ring avec des gros noms. Justement, pour confirmer cette progression, Mr. Kennedy vient semaine après semaine pour s'auto-proclamer futur de la WWE et surtout pour défier l'Undertaker à un nouveau match en 1 contre 1. Tout ça nous confirme que Kennedy s'est bel et bien lancé dans une rivalité contre un des plus grands noms de la WWE, ce qui est très important pour lui, et en plus ce soir-là, il arrive à prendre le dessus sur le Deadman en le frappant à plusieurs reprises avec son micro pour lui ouvrir le crâne. Cette provocation et cette prise de confiance de Kennedy le mènent à obtenir un match First Blood contre le Deadman lors de Survivor Series, et dans ce match qu'on ne peut gagner qu'en faisant saigner son adversaire, Kennedy a tout pour gagner. En soi, il sait très bien qu'il peut pas river les épaules de l'Undertaker, et même si ce soir-là il pourra pas gagner par disqualification, il pourra tout de même profiter de tous les objets autour du ring pour faire saigner son rival, chose qu'il a déjà faite très récemment. Alors, pour quand même montrer que Kennedy n'est pas face à n'importe qui, le Deadman va à son tour le surprendre lors du SmackDown du 24 novembre 2006, et si Mr. Kennedy réussit ce soir à fuir, il est tout de même arrosé par une pluie de sang sur l'arène, qui confirme que le Deadman est un adversaire très sérieux. Sauf que justement, c'est là que la construction de Mr. Kennedy prend tout son sens. Après avoir vaincu plusieurs anciens champions du monde dans des conditions douteuses, il s'avance au ring à Survivor Series et arrache 2 des 4 coins avant de s'annoncer de manière très motivée. Il est alors rejoint par l'Undertaker qui domine très vite le début du match en malmenant son adversaire aux abords du ring pendant de longues minutes, et pourtant, malgré la trahison de MVP et le passage à tabac qu'il subit aux mains de son adversaire, Mr. Kennedy va créer l'exploit. En fait, après avoir renvoyé son ancien associé dans le ring pour se venger, MVP revient se mêler du match et envoie un violent coup de chaise à l'Undertaker qui ne lui était pas destiné, et avec cette action, le rival des Brothers of Destruction va offrir la victoire à Mr. Kennedy. Quelques instants après ce coup de chaise, on réalise que le front de l'Undertaker est ouvert et qu'il saigne copieusement, ce qui va très vite attirer l'attention de l'arbitre, et le match est alors arrêté puisque Mr. Kennedy est déclaré vainqueur. Pour enfoncer le clou, Kennedy ne lâche pas son adversaire, il l'enchaîne de coups de poing pour s'assurer qu'il est inconscient et pour accentuer sa perte de sang, et il peut alors célébrer sa victoire, micro en main. Bon, malheureusement, Kennedy se sent quand même un peu trop pousser des ailes avec ça, parce que l'Undertaker l'attrape par le cou et lui ouvre le crâne à son tour avant de le détruire partout aux abords du ring, mais le mal était déjà fait, et Mr. Kennedy venait d'obtenir une nouvelle grande victoire sur un des plus grands de tous les temps.
Alors bien sûr, avec 2 matchs controversés, la rivalité ne s'arrête pas là, et après quelques nouvelles confrontations, Kennedy se retrouve une fois de plus contre le Deadman lors de Armageddon, où il perd cette fois-ci un très bon last ride match pour conclure définitivement cette histoire. Et donc avec tout ça, on arrive en 2007. Ça fait maintenant 2 ans que Kennedy est arrivé à la WWE et il a une progression hallucinante en montrant des choses incroyables au micro, mais aussi de belles performances dans le ring, notamment dans cette rivalité contre l'Undertaker, et donc la WWE comprend qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Dès le premier SmackDown de 2007, Mr. Kennedy se retrouve face à Chris Benoit, l'homme qui lui avait pris son titre des États-Unis quelques mois plus tôt, et s'il prend ce soir sa revanche en le battant, il accomplit quelque chose d'encore plus important, puisqu'il le bat dans le temps établi par Booker T, et se dirige alors vers un match de championnat du monde contre Batista. Alors en réalité, le tournoi Beat the Clock auquel participe Mr. Kennedy n'est pas fini, il continue la semaine suivante avec l'Undertaker qui passe très proche de battre le temps de Kennedy, mais justement ce dernier débarque pendant le match et empêche le Deadman de river les épaules du Miz avant la fin du minuteur, pour ainsi obtenir l'opportunité d'une vie. Toujours dans ce même personnage arrogant et opportuniste, Kennedy se retrouve dans un nouveau match contre l'Undertaker qu'il s'arrange pour encore gagner par disqualification en provoquant Batista pour le pousser à intervenir, et tout ça entraîne donc l'ancien champion des États-Unis vers le Royal Rumble. Mr. Kennedy peut donc s'avancer au ring pour le match le plus important de sa carrière et il est rejoint par le champion du monde poids lourd contre qui il donne absolument tout pour tenter d'atteindre les sommets. Mais malgré sa persévérance et ses diverses stratégies, Kennedy n'arrive pas à créer l'exploit et il est finalement couché par une Batista bombe de l'animal qui conserve son titre poids lourd. Mais c'est là que pour moi ça devient hyper intéressant. Le fait que Kennedy perde ce match, ça paraît ultra logique. D'ailleurs, il perd la revanche qu'il obtient 2 semaines plus tard à SmackDown, ce qui permet à Batista de se diriger vers WrestleMania, et pour moi, tout ça, ça colle parfaitement avec le personnage de Mr. Kennedy. Bien sûr qu'en dehors des histoires racontées par la WWE, Mr. Kennedy, il est extrêmement talentueux. C'est peut-être pas le meilleur dans le ring, mais il a une personnalité très forte et il est excellent au micro, et ça on peut pas le nier, mais dans le contexte de SmackDown depuis ses débuts, c'est juste un lâche. C'est un catcheur opportuniste un peu dans le même style que Edge, qui se pense meilleur que tout le monde mais qui ne le prouve jamais objectivement, donc c'est normal qu'il perde ses matchs les plus importants. Ça paraît logique que pour atteindre les sommets, Mr. Kennedy passe par un moyen totalement différent et justement un peu plus douteux. Et c'est justement précisément ce qui va se passer dans les mois suivants. Déjà, sa progression est telle qu'il obtient un gros match à Raw contre Batista, John Cena, Shawn Michaels et l'Undertaker, donc c'est vous dire le statut qu'il atteint à l'époque, mais surtout après avoir battu Bobby Lashley, le champion de la ECW par disqualification lors de No Way Out, il revient dans le 3e show de la WWE et vient à bout de Sabu pour se qualifier pour le Money in the Bank. Cette victoire garantit non seulement à Kennedy d'apparaître sur l'événement le plus important de la WWE, WrestleMania, mais elle lui permet en plus de participer à un match qui peut totalement bouleverser sa carrière. Parce que oui, vous l'aurez compris, on va y arriver, il est temps de parler du plus grand moment de la carrière de Mr. Kennedy, qui malheureusement marque aussi le début de la fin. Après avoir enchaîné les matchs anecdotiques à Raw et à SmackDown dans les semaines précédant WrestleMania, Mr. Kennedy peut enfin s'avancer sur la plus grande scène du monde dans un match à 8 catcheurs, qui donne à son gagnant une mallette extrêmement importante. Pendant 1 an, le détenteur du contrat contenu à l'intérieur de cet objet peut défier un champion n'importe où et n'importe quand, et pour marcher dans les pas de Edge, Mr. Kennedy surprend tout le monde à WrestleMania et réussit à faire chuter CM Punk avant de décrocher la mallette la plus importante de sa vie. Ça y est, 2 ans après avoir rejoint la WWE, Mr. Kennedy remporte enfin un match majeur cette fois-ci sans aucune controverse, et tout indique alors qu'il est un futur champion du monde. Parce que oui, cette mallette elle correspond à merveille à son personnage. Bien sûr que Kennedy n'allait pas gagner un titre poids lourd de manière légitime contre Batista, et bien sûr qu'il n'allait pas non plus gagner un Royal Rumble aussi tôt dans sa carrière pour se diriger vers les sommets. La mallette Money in the Bank, c'est clairement la meilleure chose qu'il pouvait remporter, et tout le monde attendait alors avec impatience le moment où il utiliserait le contrat. Sauf que, justement, certains d'entre vous le savent, ce moment n'arrivera jamais. Et oui, après WrestleMania, Kennedy se retrouve dans des rivalités diverses, notamment avec Finlay, l'Undertaker et Matt Hardy, et s'il annonce lors du Raw du 30 avril qu'il compte utiliser sa mallette à la dernière minute lors de WrestleMania 24, il n'aura finalement jamais l'occasion de le faire. Lors du Raw du 7 mai 2007, alors que Mr. Kennedy est apparu plus tôt dans la soirée pour réitérer ses propos de la semaine passée, il rencontre Edge dans les vestiaires. En fait, si l'ancien champion de la WWE est là face à lui, c'est parce qu'il en a marre. Il en a marre des gens comme Kennedy qui viennent dans son show pour faire les malins et annoncer qu'ils sont de futurs champions. En plus, ce que Kennedy ne comprend pas, c'est que quand Edge possédait cette même mallette, il l'a traitée comme si c'était un titre mondial. C'est-à-dire que non seulement il ne la quittait jamais, mais surtout il avait l'audace de la défendre.
Et selon Edge, l'actuel détenteur de la mallette n'est en fait qu'un peureux. Mais si jamais il veut prouver le contraire, il lui suffit simplement d'accepter de mettre son contrat en jeu contre lui. Bien sûr, à la base, Mr. Kennedy refuse, il a absolument aucune raison d'accepter une telle chose, mais les provocations de Edge sont finalement tellement importantes qu'il finit par accepter de l'affronter, et le match pour la mallette Money in the Bank est alors rendu officiel, plus tard dans la soirée. Après plusieurs minutes, Kennedy peut donc faire son entrée pour défendre le contrat le plus important de sa vie, mais tout commence très mal pour lui, puisqu'à peine arrivé sur la rampe, il est attaqué par son adversaire du soir, qui le passe à tabac autour du ring. Le match n'a évidemment pas encore commencé, et Mr. Kennedy est détruit à coups d'écran et de violentes projections par son adversaire, qui finit par le remettre dans le ring pour officialiser le début du combat, avant de le découper avec un spear et de lui river les épaules, pour lui prendre sa mallette Money in the Bank. C'est donc un mois à peine après avoir remporté le match le plus important de son histoire et alors qu'il semblait être en passe de devenir un des grands noms de la WWE que Mr. Kennedy voit son rêve s'effacer en un instant et vous allez voir qu'il ne le retrouvera absolument jamais. Mais avant d'en arriver là, c'est important de comprendre ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui a poussé la WWE à retirer la mallette Money in the Bank à un catcheur aussi prometteur? Parce que, on va pas se mentir, sur le papier, absolument rien n'indique que Mr. Kennedy est en perte de puissance à l'époque, et c'est même tout le contraire. Cette promo dans les vestiaires avec Edge, elle est juste incroyable, on sent que Kennedy est encore en train de progresser pour devenir un des meilleurs, donc il s'est forcément passé quelque chose pour que la WWE décide de changer d'avis. Eh bien oui. En fait, pour parler de ça, il faut revenir quelques jours après la victoire de Kennedy à WrestleMania. Lors d'un échange avec les officiels de la WWE, ces derniers lui font part de la meilleure nouvelle de sa carrière puisqu'ils lui annoncent que le champion du monde poids lourd l'Undertaker est blessé et que Kennedy va donc encaisser sa mallette sur lui d'ici quelques temps pour devenir champion du monde pour la toute première fois. Bien sûr, Kennedy est ravi de cette information, sauf que quelques jours plus tard, lors d'un match, il sent quelque chose d'étrange dans son bras et réalise qu'il a un gros problème. Son triceps commence immédiatement à gonfler et à rougir après ça et il va donc passer un IRM pour comprendre ce qu'il se passe et quelques temps plus tard, il reçoit un appel de Stephanie McMahon qui lui annonce une terrible nouvelle. Lors de sa chute dans ce fameux match, il a subi une déchirure du triceps et il va donc devoir quitter les écrans pendant au moins 7 mois le temps de se remettre. Et puisque la WWE doit quand même trouver un moyen de retirer la ceinture à l'Undertaker, Mr. Kennedy va perdre sa mallette dans un match contre Edge pour lui permettre de l'utiliser à sa place. Donc, vous le voyez, tout ça pourrait être une explication simple et logique, Mr. Kennedy s'est blessé et la WWE voulait utiliser la mallette pour retirer le titre à l'Undertaker, et donc ils l'ont donné à Edge et tout simplement fin de l'histoire. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. En fait, alors que Kennedy a déjà perdu sa mallette et qu'il commence à s'éloigner des écrans pour soigner sa blessure, il est ausculté par un médecin qui touche son triceps et qui lui annonce tout de suite la nouvelle. Il n'est absolument pas déchiré. Mr. Kennedy est bel et bien blessé, il n'y a pas de doute là-dessus, mais sa blessure est clairement moins grave que ce que la WWE lui a indiqué, puisqu'au lieu de devoir disparaître pendant 7 mois, il ne lui faudra finalement s'absenter que 5 à 7 semaines. Et c'est là que cette histoire est absolument tragique. Si le bon diagnostic avait été fait immédiatement, Mr. Kennedy aurait pu quitter les rings le temps de se soigner et il aurait ensuite pu utiliser son contrat sur l'Undertaker pour remporter le titre poids lourd. Et quoi qu'on en pense, tout ça aurait certainement donné à sa carrière une direction totalement différente. Mais du coup, on peut se demander si en fait il n'y a pas plus de détails à cette histoire qui n'ont encore jamais été révélés. Justement, on y reviendra plus tard, mais je trouve ça quand même assez étrange qu'un diagnostic ait été posé si rapidement et que la WWE se soit précipitée sur cette décision surprenante. En soi, je pense que l'Undertaker aurait vraiment pu perdre le titre d'une autre manière et Mr. Kennedy aurait pu garder sa mallette pour l'encaisser plus tard, et ça qu'il ait été blessé pendant 7 semaines ou même pendant 7 mois. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'à son retour au mois de juillet, il est envoyé à Raw et il perd son tout premier match contre Super Crazy en moins d'1 minute, et il enchaîne ensuite de nombreuses défaites avant de se lancer brièvement dans la course au titre intercontinental. Cette poursuite du titre le mène à SummerSlam où il participe à un triple menace qu'il ne remporte pas, et après avoir perdu un nouveau match le lendemain par disqualification, Mr. Kennedy disparaît à nouveau des écrans pour une raison bien différente. Et oui, on est là à l'été 2007 et le scandale de dopage à la WWE éclate avec de nombreux noms qui sont identifiés comme étant des acheteurs de divers produits illicites à une entreprise pharmaceutique, et vous l'aurez compris, parmi ces noms on retrouve celui de Mr. Kennedy, qui est alors suspendu pendant un mois. Ce moment marque alors un nouveau retour en arrière pour Kennedy qui revient au mois d'octobre pour affronter John Cena et relancer sa rivalité contre Jeff Hardy, ce qui le mène à Cyber Sunday 2007 où il vient à bout de son rival pour tenter de passer à autre chose. Bon, clairement, à ce moment-là, la WWE n'a plus de direction claire pour Mr. Kennedy, il se contente de errer dans des matchs par équipe et sans importance avant de participer au match de Survivor Series qu'il va en plus perdre, et il finit alors 2007 avec une rivalité contre Shawn Michaels qui le bat lors de Armageddon, pour conclure une année très étrange.
Et oui, en à peine 365 jours, Kennedy a remporté la mallette Money in the Bank à WrestleMania. Il s'est imaginé remporter le titre mondial avant que ses rêves ne soient brisés pour une blessure surestimée par l'entreprise, et après être revenu pour reprendre son ascension, il a été suspendu et a alors seulement continué sa chute. Et oui, parce que même s'il termine 2007 en venant à bout de HBK lors du dernier Raw de l'année, Mr. Kennedy n'est clairement plus un projet majeur pour la WWE, et tout ça se confirme au mois de janvier 2008, puisque Michaels le bat une seconde fois pour conclure leur histoire, et entraîner Kennedy vers la fin de sa carrière. Alors, en soi, il a encore quelques moments marquants pendant l'année 2008, parce qu'il participe au Royal Rumble et se retrouve contre Ric Flair à No Way Out pour tenter de mettre un terme à sa carrière, mais bien sûr, il perd ses 2 matchs, et ne remporte d'ailleurs que ses combats les moins importants. Il vient à bout de Val Venis pour se qualifier à nouveau pour le Money in the Bank, mais il perd tous ses matchs contre John Cena après ça. Il se dirige effectivement vers WrestleMania 24 pour tenter de récupérer la mallette une seconde fois, mais il échoue une fois de plus et quitte encore une fois les écrans. Bon, cette fois-ci, c'est quand même pour quelque chose d'un peu plus positif, parce qu'il va en fait tourner un film, qui d'ailleurs apparemment n'est pas terrible, et à son retour le 28 avril 2008, il change de personnage pour devenir un favori des fans. Bon, j'avoue que ce face turn sort un petit peu de nulle part, parce que Kennedy débarque juste pour interrompre William Regal, qui est un des catcheurs les plus détestés de l'époque, mais pour un homme dont la carrière était assez compliquée jusqu'à présent, c'est une décision que je comprends un petit peu. En fait, la WWE suppose certainement qu'en changeant le comportement de Kennedy vis-à-vis des fans, ils peuvent peut-être en tirer quelque chose de différent, et il va donc battre Regal 3 semaines plus tard pour le virer de Raw et l'envoyer à la ECW. Malheureusement, cette idée de la WWE ne semble pas être la bonne, puisqu'après avoir enchaîné les victoires dans des matchs anecdotiques pendant les semaines suivantes, Kennedy est envoyé à SmackDown où il se lance brièvement dans la course au titre des États-Unis, avant de combattre dans son dernier match pour le show bleu lors de l'épisode du 1er août. En réalité, ni Kennedy ni les fans ne le savent à ce moment-là, mais ce match est l'avant-dernier de sa carrière à la WWE, puisque quelques temps plus tard, il subit une grave blessure à l'épaule lors d'un show non télévisé, et il doit donc s'absenter une fois de plus pendant plusieurs mois, le temps de s'en remettre. Il fait alors une petite apparition à Raw en fin d'année pour promouvoir la sortie de son film, puis disparaît à nouveau pour continuer sa rééducation, et il fait finalement son retour aux écrans de Raw lors de l'épisode du 25 mai 2009, où cette fois-ci, tout va s'effondrer pour de bon. Ce soir-là, Mr. Kennedy débarque pour confronter Randy Orton et annoncer son retour sur les rings, et on le retrouve alors dès le main event dans un match 5 contre 5 aux côtés de nombreux autres catcheurs. Jusque-là, rien d'anormal, Kennedy et les autres font leur travail sur le ring, mais alors que le match dure depuis environ 10 minutes, l'ancien Mr. Money in the Bank se retrouve dans le ring face à Randy Orton, et c'est précisément là que sa carrière à la WWE va prendre fin. Les deux s'affrontent normalement et diverses prises sont exécutées, mais alors que Randy Orton semble avoir le dessus avec un collier arrière, il est soulevé par Kennedy et est écrasé au sol par une souplex qui semble avoir eu beaucoup d'effet sur lui. Orton se tord de douleur à la seconde où il arrive au sol et il semble même s'énerver sur son adversaire avant de ramper pour faire le changement, et si les fans ne se rendent compte de rien ce soir et qu'ils célèbrent lorsque l'équipe de Cena gagne le match, quelque chose de très important s'apprête à se produire. 4 jours seulement après le show, alors que tout semblait rentrer dans l'ordre pour la carrière de Mr. Kennedy, il reçoit un appel décisif puisqu'on lui annonce officiellement qu'il est licencié par la WWE et il réalise alors que sa carrière vient de s'effondrer. Et c'est là qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire. En fait, quelques temps après son licenciement, des informations concernant le départ de Mr. Kennedy ont commencé à circuler. Dans des interviews, Kennedy va raconter ce dernier jour à la WWE et il indique clairement que Randy Orton est responsable de son licenciement. En fait, après cette souplex portée durant le main event du Raw du 25 mai, Randy Orton est allé se plaindre auprès des officiels et il a déclaré que Mr. Kennedy était trop dangereux sur un ring et qu'il ne combattrait alors plus jamais face à lui à partir de maintenant. Selon l'ancien champion, cette souplex n'aurait pas été placée de manière correcte par Kennedy et au moment de l'atterrissage, Orton serait tombé sur la nuque, ce qui aurait pu très mal tourner pour lui, et ce qui l'a donc poussé à en parler aux officiels pour annoncer qu'il ne travaillerait plus jamais avec lui. D'après Mr. Kennedy, Orton serait même allé jusqu'à convaincre John Cena de se plaindre auprès des officiels avec lui dans le but de le faire virer, et clairement, avec ces informations et les images qui montrent que Randy Orton ne tombe pas vraiment sur la nuque, on peut supposer que Orton et Cena voulaient simplement se débarrasser d'un catcheur qui risquait de prendre leur place. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Déjà, Randy Orton il a répondu à ça à l'époque en disant que l'angle de caméra ne permettait pas de voir qu'il était bel et bien tombé sur la nuque, et en précisant aussi qu'il n'a jamais rien eu contre Mr. Kennedy jusqu'à cette souplex ratée, mais surtout depuis on a eu de nouvelles informations. En fait, depuis, Mr. Kennedy s'est exprimé à nouveau sur cette histoire, et s'il reconnaît d'une part que sa souplex n'était certainement pas parfaite, il reconnaît surtout qu'il n'aurait jamais dû se retrouver dans une position où les plaintes d'un autre catcheur pouvaient causer son licenciement. À son sens, ses nombreuses erreurs et blessures avant 2009 ont rendu sa position très instable et l'ont mis dans une situation où de nouvelles plaintes à son encontre ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase,
Et aujourd'hui, il n'est absolument pas rancunier envers Randy Orton et considère qu'il est lui-même responsable de son propre échec. Bon, dans les faits, je pense que le temps a aussi beaucoup aidé, parce que vraiment, si on regarde bien la vidéo et qu'on écoute aussi la très bonne analyse de Steven Richards, on comprend que Mr. Kennedy ne commet aucune erreur dans ce match contre Randy Orton, et connaissant en plus la réputation du bonhomme à l'époque, ça fait peu de doute qu'il voulait peut-être se débarrasser de Mr. Kennedy. Mais bon, aujourd'hui, tout ça n'a plus vraiment d'importance parce qu'en réalité, l'échec de Mr. Kennedy, il date de bien avant ça, avec d'abord sa perte de la mallette Money in the Bank, puis cette storyline abandonnée dans laquelle il devait être révélé comme le fils de Mr. McMahon. Et si on peut se poser la question de savoir si quelqu'un n'essayait pas de gâcher sa carrière en coulisses, on est obligé de reconnaître qu'il a certainement eu énormément de malchance. Après, bien sûr, la carrière de Mr. Kennedy dans le catch, elle s'arrête pas du tout là, puisqu'immédiatement après son départ, il se relance sur le circuit indépendant et il combat dans diverses promotions jusqu'à début 2010, où il rejoint finalement la TNA pour avoir un run un peu mieux réussi. Là-bas, il débarque sous le nom de Mr. Anderson, sous une très belle réaction de la foule, et il revient directement du côté des méchants en reprenant son personnage de 2007, avant de se diriger vers une immense rivalité contre Kurt Angle, qui lui permet très vite de s'établir comme une star majeure avec de nombreux matchs importants, dans lesquels il brille énormément. En fait, à cette époque, Anderson est un des meilleurs heels de la TNA, et ça m'étonne pas au vu de comment il était bon à la WWE, et il enchaîne alors une rivalité contre un certain D'Angelo Dinero, que vous reconnaîtrez peut-être, puis contre Jeff Hardy, qui lui permet finalement de faire un face turn pour devenir un favori du public. Bon, cette gimmick, de ce que j'en ai vu, elle est vraiment bizarre, parce qu'en fait, Anderson se contente de dire que c'est un connard, et les gens doivent l'accepter, et il fait des trucs de connard. Mais comme il l'assume, j'imagine que c'est drôle. Enfin bon, on va pas passer 10 ans sur cette gimmick un peu bizarre. Si vous voulez plus de détails, je vous redirige comme d'habitude vers la vidéo de Markid123, qui certes est en anglais, mais qui comme d'habitude m'aide énormément pour revivre tout ce qui se passait à l'époque du côté de la TNA. En fait, à ce moment-là, Anderson subit de nombreuses défaites dans le cadre de son association avec Jeff Hardy, et son personnage semble se diriger vers un avenir peu intéressant, mais finalement, lors de Bound for Glory 2010, Jeff Hardy se retourne contre son partenaire, et Anderson peut enfin se lancer à la poursuite du titre mondial. Après de longs mois d'attente, Mr. Anderson obtient enfin un match de championnat du monde et dans un grand moment pour lui, il vient à bout de Jeff Hardy et réussit là où il avait échoué à la WWE, en remportant enfin le titre majeur d'une entreprise de catch. Bien sûr, la TNA n'a pas autant de succès que la WWE, mais ça reste quand même une entreprise importante à l'époque, et je trouve ça bien qu'ils aient décidé de lui faire confiance et de le récompenser pour son travail et pour son immense talent. Alors oui, beaucoup reprochent à Anderson de ne pas avoir pris la TNA au sérieux à l'époque, et ça se ressent dans certaines de ses promos, mais je maintiens que sa victoire pour le titre mondial est un moment très cool. Pour autant, malheureusement, son règne reste très faible, il perd le titre un mois plus tard, et même quand il le récupère à l'été dans sa rivalité contre Sting, il a encore un règne décevant de quelques semaines à peine, et même son passage du côté des méchants dans la faction Immortal n'est franchement pas marquant. Après ça, Anderson devient alors un catcheur assez anecdotique pour la TNA, il repasse du côté des gentils et enchaîne diverses rivalités en restant quand même assez haut sur la carte, notamment grâce à ses 2 règnes de champion. Et finalement, fin 2012, il disparaît des écrans et rejoint le clan Aces and Eights pour à nouveau faire un heel turn. Tout ça le mène dans une période relativement sympa, avec notamment son départ du clan et sa rivalité contre Bully Ray, mais vous le voyez, le run très attendu de Mr. Anderson à la TNA est finalement presque décevant. Alors non, j'ai pas eu le temps de tout revoir, mais de ce que j'en ai vu et entendu, il a clairement pas été le visage de la TNA à l'époque, et honnêtement, je pense qu'il ne prenait effectivement pas son travail assez au sérieux. Il a d'ailleurs depuis reconnu dans des interviews, il ne considère pas que ses règnes de champion du monde à la TNA sont de grands accomplissements dans sa carrière, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu faire à la WWE, et même si ça peut paraître être une critique envers la TNA, malheureusement c'est juste un fait. Devenir champion à la TNA en 2011, c'est clairement pas aussi important qu'encaisser la mallette Money in the Bank et battre l'Undertaker pour le titre poids lourd de la WWE, donc même si le parcours de Anderson à la TNA est décevant, je pense pas qu'il permette de dire que la WWE a fait le bon choix en ne le mettant pas au sommet. Encore une fois, on revient pas en détail sur absolument tout ce que fait Anderson à la TNA, l'idée c'est juste de suivre sa carrière après la WWE pour montrer qu'il a quand même eu l'occasion de faire des choses, mais aussi pour comprendre qu'après son échec, il n'a jamais vraiment remonté la pente. Et tout ça se confirme avec une rivalité contre un certain Samuel Shaw que vous reconnaîtrez peut-être aussi et qui a juste l'air absolument horrible. En plus, la fin de carrière d'Anderson à la TNA, c'est juste une catastrophe, il est plus du tout en forme dans ses derniers matchs et il finit par être licencié après avoir raté un test anti-drogue après un de ses matchs en janvier 2016, et depuis, il tourne sur le circuit indépendant, en plus de gérer son école de catch, The Academy. Vous le voyez, la carrière de Mr. Kennedy, c'est une histoire plutôt triste, puisque c'est celle d'un catcheur extrêmement prometteur en qui les fans fondaient beaucoup d'espoir et qui a eu de gros débuts à la WWE, mais qui a finalement vu sa carrière s'effondrer soudainement après avoir remporté la mallette Money in the Bank.
Ce mauvais diagnostic qui lui coûte son grand moment a certainement changé complètement son avenir puisque malgré ses nombreux retours, Mr Kennedy n'a jamais réussi à remonter la pente pour atteindre les sommets. Et même si après avoir été licencié suite à ce fameux incident contre Randy Orton, il a pu remporter un titre mondial à la TNA, on est obligé de reconnaître qu'on en attendait bien plus de lui. Encore une fois, pour préparer cette vidéo, j'ai regardé pas mal d'interviews de Mr Kennedy et je l'ai notamment entendu dire que la WWE aurait apparemment déclaré qu'il regrettait de l'avoir autant mis en avant à ses débuts parce que visiblement, eux aussi restent convaincus aujourd'hui que c'était un talent prometteur qu'ils ont gâché. Mr Kennedy, c'est aussi un catcheur que j'appréciais beaucoup à titre personnel alors que je l'avais juste découvert dans SmackDown vs Raw 2009 sur Wii quand on pouvait faire son entrée avec son micro là. Et pour moi et pour beaucoup de monde, ça restera un des plus grands what if de l'histoire de la WWE. S'il n'avait pas perdu sa mallette Money in the Bank, l'histoire serait certainement très différente aujourd'hui, et même s'il n'a pas de grands regrets et qu'il est plutôt tourné vers l'avenir en apprenant le catch à de nombreux élèves, on reste nombreux à être déçus de ne jamais avoir vu le plein potentiel de Mr Kennedy. Du coup, comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous pensiez de Mr Kennedy et surtout de cette vidéo qui retrace son échec à la WWE. Et si vous voulez en discuter un peu plus avec moi, je vous donne rendez-vous tout de suite sur Twitch pour parler de catch, mais aussi de plein d'autres choses. J'en profite aussi pour remercier Oli, le partenaire de la chaîne et de la vidéo. Vous avez toujours les codes Monsieur Hawkin et Monsieur Hawkin 5 pour vous régaler des milkshakes avec le lien en description. Et tant que vous y êtes, si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens dans la description sont là pour ça, que ce soit Twitch, la chaîne secondaire, ma boutique aussi pour acheter des bonnets, des t-shirts, etc. Je vous remercie encore une fois pour la force que vous me donnez. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.